Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Un constat d'échec. Avec 1960 commençait, comme l'avaient proclamé les Nations Unies, la décennie du développement, qui devait permettre de satisfaire les besoins essentiels de l'ensemble des populations par l'exploitation des ressources locales et la mise au travail des jeunes. En mai 1974, toujours sous l'égide des Nations Unies, était proclamée l'instauration d'un nouvel ordre économique international, NOI, fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération entre tous les États, ce qui devait permettre de combler le fossé croissant entre les pays développés et les pays en développement. Malgré ces décisions et des investissements considérables de coopération, de la part des gouvernements des pays développés, des Nations Unies, ou d'entreprises privées, tous les auteurs parlent de l'appauvrissement généralisé de l'Afrique au sud du Sahara, entre 1960 et 1997. La Banque mondiale reconnaît également que début 1983, 60% des Africains se situent au-dessous du seuil de pauvreté. En 1999, 48,4% des habitants de l'Afrique subsaharienne vivent avec moins $1 par jour. Et encore à la fin du siècle, le taux de croissance y est de 2,3%, la moitié de ce qui est considéré comme indispensable pour améliorer le sort des pauvres. Ces constatations ont-elles permis des changements capables d'infléchir cette situation ? La réponse est négative si on suit les conclusions d'organismes divers. D'après un rapport de la Banque mondiale de 1994, 28 pays africains sur 46 pour lesquels des statistiques étaient disponibles, ont vu leur PNB par habitant décliner pendant la dernière décennie. Sur l'ensemble de ces pays, les conditions de vie ont été réduites d'un quart pendant les années 80 et n'ont guère progressé la décade suivante. Sur les autres continents de l'hémisphère sud, la situation ne paraît pas non plus réjouissante malgré quelques miracles de courte durée. Le rapport du CEPAL, Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine, de 1999 relève que le nombre de pauvres est passé de 136 millions de personnes en 1980 à 204 millions en 1998. Selon la Banque mondiale, 1600 millions de personnes vivent à la fin du siècle plus mal qu'au début des années 1990. En Europe, malgré les grands succès présentés chaque jour et qui paraissent réels, des dizaines de millions de nouveaux pauvres et près de 20 millions de chômeurs coexistent, tandis que la situation est très grave dans certaines parties de l'Europe. Dès 1972, le président de la Commission européenne, M. Mansholt, dans son discours de fin de mandat, prévient que le maintien du modèle de développement suivi aura probablement des conséquences terribles. Un modèle de développement perverti. Comment expliquer cet échec si généralisé ? Par l'utilisation d'une politique délibérée de pillage ? Il est vrai qu'on retrouve partout des organisations et des personnages, publics et privés, sans scrupules, qui pratiquent largement le racket ou la corruption sous toutes ses formes, mènent des projets qui leur apportent de gros bénéfices au préjudice des habitants et de l'écologie des pays bénéficiaires. Ce n'est pas le cas de personnalités mouesses par des raisons humanitaires, ni des théoriciens du développement, dont la plupart sont aussi empreints d'idées généreuses. Seulement, ils en restent à la théorie, c'est-à-dire à une conception que la réalité ignore. Ils expliquent ces échecs par une mauvaise administration, un état de non-droit, la corruption, l'explosion démographique, les catastrophes naturelles, ou encore les nombreuses incertitudes de la situation internationale. Ils ne se posent jamais la question de savoir si ce n'est pas le modèle de développement lui-même dont ils sont les théoriciens, qui est la raison de tous ces échecs. Les stratégies de développement ont eu tendance à aggraver les problèmes de l'agriculture par des modes d'intervention erronés, écrit un rapport de la FAO en 1986. Mais ce n'était pas seulement l'agriculture qui suivait des stratégies erronées. Dans l'éducation, dans la santé, l'environnement ou le développement économique, les résultats sont presque toujours négatifs et les stratégies calquées sur les modèles des pays industrialisés ont été généralement imposées par les grandes organisations internationales et gouvernementales. Des experts, des conseillers, des chefs de projet dont la compétence fut validée par les stratèges dont je viens de parler, qui appartiennent à des grandes organisations,
assurent en fait la mise en œuvre de ces stratégies. En Europe, par exemple, les politiques mises en œuvre dans le cadre de ce modèle ont provoqué la destruction quasi totale ou la désarticulation du tissu social traditionnel, qui assurait une protection sociale efficace et constituait une puissante soupape de sécurité. Le développement, entendu comme développement économique, panacée universelle, devait se traduire par une accélération de la croissance des indicateurs économiques, même lorsque d'autres préoccupations d'ordre social ou éducatif se manifestaient, par exemple l'amélioration du taux d'alphabétisation. En réalité, ce que l'on visait, c'était d'améliorer la productivité du travail et donc d'accroître la croissance économique par la production et la consommation. De la même façon, presque toujours, lorsqu'on défend la promotion de la femme, le but est de favoriser son insertion dans le monde de l'économie par le travail salarié, afin qu'elle devienne chef d'exploitation, ou par la création de micro-entreprises par exemple. On vise également la mise en place de conditions permettant à la femme d'être productive, la formation, l'alphabétisation, est disponible, crèche, dépistage des maladies, vaccination. Il en va de même lorsque les théoriciens ont dû finalement reconnaître la dimension culturelle du développement, dans la mesure où la culture assurait 3 ou 4% du PIB. Ces facteurs étaient perçus par conséquent comme des variables indispensables pour donner sens à l'amélioration des conditions matérielles. Le dogme de l'efficacité qui a prévalu dans les années 60 et les décades suivantes a donné la priorité à la rationalisation et à la modernisation de la production. L'essentiel a été alors d'encadrer les personnes, notamment les paysans, et de les insérer dans des structures de production, de services et de commercialisation. Ainsi, la pensée théorique était-elle l'est aussi maintenant, atteinte par la crise, ébranlée par les conséquences du dysfonctionnement des modèles de développement existants et par l'inadéquation des explications et des réponses théoriques données, ainsi que par l'absence des alibis et des alternatives que la guerre froide permettait. Face aux problèmes posés par les modèles de développement dominants dans le monde occidental, le modèle marxiste a pu représenter une bonne alternative. En réalité, ceci s'est avéré être un leurre qui a conduit à des échecs cuisants. La crise stimule la recherche et l'innovation. La persistance de la crise dans un grand nombre de pays en développement, en particulier en Afrique et en Amérique latine, malgré des tentatives pour la freiner, a suscité de nombreuses interrogations et un regard plus attentif sur des expériences conduites par des personnes ou de petites ONG, qui restaient critiques par rapport aux stratégies dominantes. En effet, de nombreuses personnes et groupes opposés au modèle prévalent ont développé de petites actions discrètes ou même inaperçues, basées sur des valeurs éthiques. Ces actions faisaient appel à des principes de solidarité, à la participation, à la créativité, aux dynamiques des groupes concernés. Ceci a favorisé l'émergence de nouvelles stratégies et méthodologies de travail, de nouveaux concepts et thèmes ainsi que de nouveaux axes prioritaires de développement. Le Forum social mondial réalisé tous les ans, depuis sa première rencontre en janvier 2001 à Porto Alegre, Brésil, a permis de rassembler des gens insatisfaits de tous les continents qui se sont mis à rechercher et à mettre en œuvre des manières différentes de faire du développement. Pendant cette période, les universités ainsi que les médias se sont intéressés à ce thème et ont fait la publicité de concepts émergents et de certaines expériences suffisamment attractives. La participation, la citoyenneté, la good governance, l'empowerment, la place des femmes dans le développement, la démocratie participative, l'environnement, la lutte contre la pauvreté, la notion de projet intégré et autres sont des concepts et des thèmes nouveaux. Certains de ces concepts sont devenus aujourd'hui des conditions préalables, des mots-clés pour bénéficier du soutien de certains bailleurs de fonds. Mais la réalité nous permet déjà de constater que trop souvent ces expériences qui utilisent les bons mots-clés pour accéder au financement restent fidèles au modèle de développement contesté, à ce modèle que nous avons appris à l'université. Les femmes et le développement. La pauvreté affecte indifféremment les hommes et les femmes. Mais habituellement, on attaque la pauvreté à partir du genre masculin sous le prétexte qu'il faut partir des situations concrètes où les hommes seraient plus engagés, la recherche d'un emploi, la recherche de revenus pour la survie de la famille.
Mettre en œuvre une approche qui privilégie les femmes ne signifie pas que l'on va fragmenter la réalité et laisser tomber les hommes. Les femmes sont toujours les plus pauvres et les plus sacrifiées, et aussi souvent oubliées, même dans un cadre de sous-développement très accentué. Il est vrai qu'elles gardent toujours leur distance, méfiantes à l'égard de ce qui vient de l'extérieur, par le biais de projets conduits habituellement par des hommes. Les techniciens, en outre, ne prennent pas les femmes en considération parce qu'ils se rendent compte qu'elles se méfient d'eux. Avant Sao Tomé et Principe, j'ai pu participer ou diriger d'autres projets de développement ou de création d'un entrepreneuriat dans lesquels on avait fait le choix stratégique de travailler avec les femmes. En effet, une fois réveillées, il devient difficile de les arrêter, comme disait un leader local, surpris par les résultats qu'il constatait au niveau de leur initiative après 2 ans de travail avec elles. Au lieu de la situation de bénéficiaire à laquelle on les cantonne habituellement, elles choisissent un itinéraire plus porteur de changement. Elles revendiquent la pleine citoyenneté et la démocratie paritaire. On pourrait dire qu'elles ont un rôle fondamental pour le développement, comme elles l'ont pour la vie. Partir de l'examen d'une intervention précise. La réflexion présentée dans cet ouvrage ne constitue pas seulement le récit d'une expérience ayant eu des résultats positifs. Il s'agit d'un cas d'étude, d'un cas où se sont jouées des contradictions emblématiques, celles que d'ailleurs on peut trouver partout. Les contradictions entre le discours et la pratique, entre ce que disent les ONG et ce qu'elles font sur le terrain, les conflits entre les différentes agences des Nations Unies, leur résistance à toute innovation, le mépris des experts internationaux pour les autochtones, etc. Pour pallier cette situation, si on ne veut pas rester dans les bonnes intentions du discours, il faut prendre cette expérience en considération et se donner une stratégie d'intervention susceptible de tempérer les oppositions. Cela est indispensable pour essayer d'éviter l'échec et atteindre le développement recherché. Le travail proposé ici est le résultat d'une profonde réflexion faite à la suite de multiples expériences, réalisées un peu partout par beaucoup de personnes ayant commis de multiples erreurs et essayant de ne pas répéter les plus habituelles. Il n'est pas du tout question de reproduire ce qu'on a fait à Sao Tomé et Principe, en cherchant à modéliser le déroulement du projet en cause. Aucune expérience n'est décalcable parce que les contextes sociaux, économiques et culturels sont différents, comme sont différentes les personnes concernées. La sous-estimation de cette évidence est bien l'une des causes de multiples échecs, parce qu'on veut être rapide et efficace en essayant de dépasser la profonde crise des modèles de développement. Néanmoins, ce travail peut servir de référence au niveau de la création d'un processus transversal d'animation locale, en partant des plus pauvres, les femmes. Le choix du style narratif a été fait pour permettre un regard sur le déroulement d'un processus, avec ses avancées et reculs et les réflexions qui l'accompagnaient. Il s'agit de la communication d'une expérience sur un mode peu courant. Voilà ce qu'il fallait faire, mais ne faites pas comme on a fait. Voilà les raisonnements qui ont été à la base des décisions. J'espère que cet ouvrage pourra contribuer à fournir des pistes à tous ceux qui, n'étant pas contents de ce qu'ils font, cherchent à faire autrement dans la lutte contre la pauvreté. Tracteurs fournis par l'Allemagne de l'Est, au titre de la coopération avec Sao Tomé, pour pallier les difficultés de transport dans des voies impraticables. Leur utilisation fut très courte, sans entretien, avec des matériaux inadéquats pour de hautes températures. Rapidement, ils sont devenus des lieux de jeu pour les enfants des villages. 1. Une expérience de lutte contre la pauvreté. 1.1 Le pays, Sao Tomé et Principe. La République démocratique de Sao Tomé et Principe, ancienne colonie portugaise, a accédé à l'indépendance en 1975. Située près de l'équateur, au large du golfe de Guinée, à environ 250 km de la côte gabonaise, Sao Tomé et Principe est un archipel composé de 2 îles et quelques îlots totalisant une superficie de 1001 km². À la fin 1997, la population était estimée à 133 000 habitants, dont 45% étaient des urbains. Depuis l'indépendance, il y a eu un régime de parti unique qui a pris fin en décembre 1990. Un système démocratique, basé sur le multipartisme, a été instauré. Depuis,
sévit une certaine instabilité gouvernementale, une certaine confusion non violente. Près de 60% de la population était constituée de jeunes de moins de 20 ans. Le taux de femmes alphabétisées était de 68%, dont 38% légalement chefs de famille. En 1995, le chômage atteignait 30% de la population active. Les jeunes de 14 à 24 ans représentaient 72% du total des chômeurs. Au début des années 90, environ un tiers des personnes ayant un emploi travaillaient dans l'administration ou dans les entreprises publiques, 4 700 dans les ROSA nationalisés. En 1987, 36% de la population était considérée comme pauvre ou très pauvre. En 1994, la pauvreté atteignait déjà 46% et le PIB per capita était alors de $234, lequel a diminué de 0,6% en 1996 et de 0,1% en 1997. Le secteur primaire, agriculture, assurait 27% du PIB, le secteur secondaire 11% et le tertiaire et commerce 62%. Le taux de couverture des exportations par les importations ne s'élevait qu'à 52% en 1994. Le cacao représentait environ 90% de la valeur des exportations. Dans les années 1920, ce petit pays était le premier producteur mondial de cacao. L'avenir économique du pays, à court et moyen terme, en raison de son endettement disproportionné et de l'inflation chronique, ne semblait pas constituer un cadre encourageant pour le développement des investissements. Cependant, à la fin des années 90 naissait une industrie touristique avec plusieurs hôtels alors que des gisements de pétrole étaient découverts dans les eaux maritimes du pays. Localisation de Sao Tomé et Principe sur l'équateur dans la côte occidentale de l'Afrique. Mais l'économie du pays reposait encore sur la prédominance de la production du cacao et l'absence de tradition d'une agriculture vivrière. Depuis l'indépendance, et pratiquement jusqu'à récemment, le secteur agricole était dominé presque totalement par 15 entreprises d'État, sans aucune place pour une classe paysanne d'ailleurs inexistante. Depuis l'époque coloniale, le salariat était de tradition. Il était constitué par des immigrés à trop faible revenu et productivité, à qui étaient distribués en outre quelques produits alimentaires et des vêtements importés. Il n'existait pas de secteur de micro et petite entreprise ni d'artisanat rural. Face à la grave situation économique et financière du pays, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.